Du 4 au 6 septembre en Chine, s'était tenu le Forum pour la coopération sino-africaine, un événement qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président togolais Faure Gnassingbé, qui justement à cette occasion avait fait un discours dans lequel il parlait de la gouvernance économique, la gouvernance politique, la gouvernance surtout au niveau des institutions internationales, des institutions que M. Faure Gnassingbé n'a pas hésité à critiquer à plusieurs reprises, entre autres l'OMS ou encore le FMI, pour ne citer que ces deux-là. Ce soir, nous allons décrypter ce discours sur tous ces grands aspects que j'ai évoqués tout à l'heure avec notre invité de la soirée, c'est Horus Donkouvu, il est analyste politique. Horus, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Horus Faure Gnassingbé sera en Chine et c'est justement à cette occasion qu'il a choisi de pouvoir parler des institutions internationales avec des mots plus ou moins crus lorsqu'il parle par exemple de l'OMC qui est moribond, ou encore le FMI qui se porte pas très bien, la gouvernance mondiale qui laisse à désirer. Pourquoi en Chine, justement? Alors peut-être la Chine parce que on est quand même dans le prolongement de quelque chose qui s'était déjà fait, en l'occurrence la conférence de Bandung de 1955, où on avait quand même un certain nombre d'acteurs, l'Indonésie, l'Inde, la Chine, l'Égypte, le Ghana, et un certain nombre de nouveaux pays décolonisés qui s'inscrivait dans la volonté de ne pas être absorbé par l'un des deux grands blocs qui s'affrontaient, c'est-à-dire le bloc occidental et le bloc communiste tenu par l'URSS. Le bloc occidental, bien sûr, tenu par l'Europe et les États-Unis. Et donc, à l'époque, cette conférence permettait à ces pays-là d'exprimer leur volonté de se développer sans prendre parti, tout en s'inscrivant dans un, comment dirais-je, dans un vaste contexte mondial où ils auraient une voix. À l'époque, on parlait de tiers-monde. Actuellement, la Chine, à mon sens, reprend ce type de courant. Sauf que avec les années, le temps a passé et que la Chine n'est plus le pays vulnérable qu'on a pu connaître. Il est devenu une grande puissance. Il est devenu une grande puissance, qui est devenu comment dirais-je, un État incontournable, et qui arrive à, si vous voulez, par le soft power, par les investissements financiers, par les prises de position politiques, à influencer les projections mondiales. D'accord. Alors, donc, c'est pour ça, la Chine, mais justement, quand on parle de gouvernance mondiale, parce que M. Faure Gnassingbé a plusieurs fois répété cette expression, c'est quoi la gouvernance mondiale? Alors, le problème avec cette expression, moi, je vais la disséquer. Il y a le gouvernance et puis il y a le mondial. La gouvernance, excusez-moi, c'est, si vous voulez, je vais le dire de façon triviale, c'est comme une méthodologie d'entreprise, un management d'entreprise appliqué à un État, à une sous-région et à une région. Okay. Et vous allez d'ailleurs le sentir dans la plupart des communications qui ont rapport à nos États africains, où on sent qu'elles sont soumises à un résultat, il y a des exigences, il y a des conformités à respecter, il y a des libertés qui sont entravées parce que, si vous voulez, une entreprise cherche à faire du rendement. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, les plus prestigieuses d'ailleurs, il n'est pas permis d'avoir la parole, il n'est pas permis de prendre un certain positionnement. Donc, si vous voulez, c'est comme un genre de management totalitaire qui ne dit pas son nom. Maintenant, à l'échelle mondiale, je laisse imaginer ce que ça donne. Ça donne les clivages que l'on connaît, les frustrations que l'on connaît, surtout quand on sait que cette gouvernance mondiale, elle est fortement motivée par les institutions issues des accords de Bretton Woods, oui, que sont le FMI et la Banque mondiale. Donc, si M. Faure Gnassingbé dit que les institutions, la gouvernance mondiale des institutions laisse à désirer, il voulait entendre quoi par là? C'est-à-dire, on leur applique des règles trop strictes? Et bien sûr. Et ça c'est dénoncé depuis un bon nombre d'années. La plupart des lacunes que nous avons dans certains secteurs, comme la santé, comme l'éducation, comme la création d'infrastructures, viennent, par exemple, des ajustements structurels qu'on a pu connaître dans les années 80 et qui étaient motivés par le FMI et la Banque mondiale. Ce qu'il faut comprendre avec ces institutions, c'est que elles datent des années 40. La FMI et la Banque mondiale. Si
les années d'après-guerre. Les années d'après-guerre. Et donc, si le mot mondial était appliqué, vous n'aurez pas de façon, je vais dire tripatouillée, un président, comment dirais-je, européen à chaque fois, ou un président américain pour le FMI, un président américain pour la Banque mondiale, un président américain pour la Banque mondiale. Mmh. S'il n'y a pas, comment dirais-je, la possibilité pour les autres États de tenir les rênes de ces institutions, c'est que forcément il y a quelqu'un qui en tire des privilèges. Et c'est cela le problème, c'est que pour moi ces institutions à la base n'ont pas été faites pour nous. Ce sont des institutions qui peut-être même ne s'inscrivaient pas dans le fait que nos États puissent à un moment être indépendants. Et donc, il va de soi que leur orientation, parce que forcément, pour l'argent, pour les fonds, pour le financement que ces institutions détiennent, il y a forcément une orientation stratégique, une orientation idéologique, une idée maîtresse qui sous-tend. Et cela va sans dire que il se peut que cette idéologie-là, d'autres États du monde, d'autres régions du monde ne la partagent pas. Donc Faure Gnassingbé se porte comme la voix du Sud. Il ne partage peut-être pas cela. Mettons que il reprend un discours qui existe et qui a existé, où de façon récurrente, un certain nombre d'acteurs politiques africains et même d'autres pays du monde ont fortement contesté la façon dont la gestion du monde était mise en coupe réglée. Alors bon, disons, parlons à présent de ces différentes institutions beaucoup plus dans le détail. Je veux, par exemple, parler de l'OMSC. L'OMSC, disons que c'est depuis la dernière participation du Togo à la 13e conférence ministérielle de l'OMSC le 26 février dernier à Abu Dhabi que le Togo appelait déjà l'OMSC, l'Organisation mondiale pour le commerce, à revitaliser les travaux du comité du commerce et de l'environnement en vue d'aider les pays en voie de développement ou les pays les moins avancés à relever les défis liés à l'environnement et puis au commerce. Sans oublier que le Togo a martelé quand même l'importance de l'OMSC en tant que principale institution chargée de veiller au commerce multilatéral juste et équitable. Mais déjà, là nous étions, comme je le disais, en février, mais en septembre de la même année, cette fois-ci, c'est M. Faure Gnassingbé qui dit en Chine que l'OMSC, voilà, l'OMSC est moribond. Est-ce qu'il souffle le chaud et le froid? Je rappelle que c'était la ministre du Commerce, Nivedor Kai, qui avait... Alors, si vous voulez, il fait de la diplomatie. C'est-à-dire, mais comme je l'ai dit, je le disais une fois sur ce plateau, il y a ce qui tient du discours et ce qui tient des actes. La vérité, c'est que, alors, si vous voulez, dans la phrase que vous énoncez, oui, il y a des germes, à mon sens, qui induisent un certain type de conditionnement au niveau de nos États, de nos gouvernants et même des populations. Moi, par exemple, je suis très offusqué quand on parle d'aide. S'il ne s'agit pas d'aide, cela sous-entendrait que nous n'avons pas de richesse, nous n'avons rien à apporter et que donc nous sommes toujours demandeurs. Alors que dans les faits, nous sommes exploités, très souvent dupés, et que ce sont les fruits de cette exploitation-là qui ont enrichi. Il y a quand même des technocrates à la tête de nos États. Comment est-ce qu'on peut être autant dupé comme ça? On peut être, à mon sens, ce qui fait qu'on est dupé, c'est que très souvent, je sais que ça a l'air subtil, je répète, on n'a pas développé, on n'a pas renforcé les idéologies qui sont les nôtres. Quand vous prenez un État comme la Chine, oui, ils ont des intellectuels, ils ont des cadres. Mais ce sont des intellectuels et des cadres qui s'inscrivent dans un mode de pensée chinois. Un Deng Xiaoping qui ouvre le monde à son pays dans les années 80 en s'investissant dans le développement des sciences, de la technologie, qui transforme son pays en usine mondiale pour l'Occident et ainsi de suite. Ouais. Bien sûr, il l'a fait. Mais pas au détriment de la ligne idéologique de son parti qui était le PCCC. Nous avons un problème. Et nous avons un problème de conception maîtresse de nos dealers, nos leaders. Okay. Il va de soi que si, par exemple, et d'ailleurs, c'est là où s'inscrit la dangerosité du soft power, c'est que si nos élites sont formées à l'extérieur, avec des idéologies extérieures, sans avoir des idéologies maîtresses de chez nous qui viennent de nos paradigmes, il va de soi que lorsque le leader rentre,
Il va vouloir il appliquer... conçoit le développement de son pays à l'image de ce qu'il a vu à l'extérieur. Il n'arrive pas à le conceptualiser à l'image des paradigmes locaux. D'accord. Alors, restant toujours avec la question des institutions, je veux rappeler que le 1er mars dernier, le conseil d'administration du FMI approuvait un accord de 42 mois de montant de 390 millions de dollars en faveur du Togo au titre de facilité élargie de crédit avec un décaissement immédiat de 51 millions de dollars. En juin dernier, les services du FMI achevaient encore une mission de consultation 2024 au titre de l'article 4 au Togo. Et je dois également, à partir de ce moment, conclure, peut-être à tort, peut-être à raison, vous me direz, que les relations entre le FMI et puis le Togo sont plutôt stables. Mais pourquoi est-ce que M. Fonyasingo pense que le FMI ne se porte pas très bien? Alors, y a déjà un premier cliché que l'on doit effacer de nos têtes. C'est celui de penser que celui qui nous prête de l'argent ou qui nous en donne est forcément notre ami et qui le fait pour notre bien. Le FMI a certes décossé des fonds, mais il s'agit d'investissement. La preuve en est que lors des belles années, des années 60-70 pour les pays africains, vous avez vu beaucoup de pays africains se sont inscrits dans le développement des routes, des hôpitaux, des écoles et ainsi de suite et tout ça. Je pense que même l'université de Lomé, par exemple, a été créée dans les années 70 et ainsi de suite. Oui, on a décaissé. Vous remarquerez même que, étonnamment, c'est lorsque le monde est en crise que l'on passe le plus de sous aux pays africains. Vous prenez par exemple le Gabon, vous voyez les travaux, les investissements qui sont faits. Vous prenez la Côte d'Ivoire, étonnamment, le monde, il est en crise. Mais, oui, vous voulez un 4e point? Parfois, vous n'avez même pas le temps de dire, vous voulez qu'on vous propose déjà l'argent. Et pourquoi? L'argent est déjà disponible. Ça veut dire que, d'une certaine manière, votre endettement est encouragé, c'est-à-dire votre volonté d'endettement est encouragée, et elle mise beaucoup sur votre incapacité à pouvoir rembourser ensuite, en sachant que dans le monde actuellement on a même des sociétés qui sont capables de racheter la dette de certains États. Donc tout ce qui est signé, tout ce qui est emprunté, parfois on emprunte même pour rembourser une partie de la dette qui a été... Donc tout ce qui est pris, tout ce qui est donné n'est pas donné dans le but de faire plaisir, dans le but d'aider. Non, il s'agit résolument d'investissement, d'argent qui va être récupéré. Et quand ce n'est pas récupéré via un compte en banque, c'est récupéré sur nos mines. C'est récupéré sur le travail de nos populations, c'est récupéré sur les impôts, sur les taxes, c'est récupéré sur les infrastructures que qu'on aurait pu construire et qui ne peuvent se construire parce qu'il y a une dette à rembourser. C'est pour ça qu'on a eu le discours de Sankara qui à un moment dit, mais il faut on s'unisse pour statuer pour ne plus payer la dette. Parce que s'il doit payer la dette, il n'avance pas. Et donc, il y a ce cliché-là important qu'il faut briser, qui est celui de penser que celui qui nous donne de l'argent, qui nous octroie un prêt, est forcément notre ami et le fait forcément pour un bien. Et donc, lui, comment dirais-je, le fait qu'il puisse accepter cet argent et qu'il puisse après se retrouver en Chine, il n'y a pas de problème parce que, si vous voulez, il s'agit résolument d'intérêt. Et nous, dans ce conflit entre géants, nous sommes des petits poussins. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne qu'il s'agit d'un sommet Chine-Afrique, Europe-Afrique, Américain-Afrique, et que, étonnamment, nous qui sommes les faiseurs de rois, nous qui avons les mines, nous qui avons les richesses, nous qui avons la population qui va exploser, qui va être consommatrice, c'est pas nous qui recevons. C'est pas chez nous. Oui, c'est pas chez nous, mais Horus, regardez par exemple, on sait que l'OMC, le FMI, pour ne citer que les deux là, sont des bras financiers de l'Occident, un peu comme vous avez eu à nous rappeler ça ici, mais à travers un discours à charge contre ces institutions, est-ce que Fonyasingo serait en train de tourner dos aux institutions occidentales, par exemple, au profit de la Chine ou bien de l'autre bloc? Alors, là aussi, il faut faire très attention à mon sens. Le souci qu'on a sur ce continent, c'est de penser que nous allons trouver un échappatoire, disons, quelque chose qui nous empêche d'avoir l'obligation d'être unis. On a l'impression au sein de nos États que
nos dirigeants, nos élites, disons, croient en la possibilité d'avoir un allié, un grand frère, un parrain, un tonton, un papa. Comme la Chine, la Russie, etc. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il faut que les Africains comprennent que un pays comme la Chine, qui a eu une révolution sanglante, qui a dû se battre pour récupérer son territoire, qui a connu la Grande Marche, qui a fait des milliers de monde, qui a fait la révolution culturelle, qui a connu des millions de morts. Elle ne viendra pas nous faire cadeau. Elle ne viendra pas nous faire cadeau parce qu'elle estime que nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir entamer un développement concret et sérieux. Sérieux. Et parlant du sérieux, je voudrais rappeler encore une fois toujours le discours de M. Faure-Gnassingbé qui parle cette fois-ci de la CEDEAO. Et Faure-Gnassingbé parle cette fois-ci de la CEDEAO, de l'UMOA, qui sont des institutions en crise. C'est vrai que souvent, il y a son ministre des Affaires étrangères, surtout dans la crise CEDEAO, AES qu'on entend très souvent. Faure-Gnassingbé lui-même, il a l'habitude d'effectuer des voyages clandestins dans ces différents pays, mais jamais il n'a pris la parole officiellement, mais pour une fois, il estime que les institutions en question sont en crise et qu'il va falloir les réformer. Bon, la question qu'on peut se poser tout à l'heure, c'est pourquoi il prend la parole maintenant et encore une fois très loin des frontières africaines. Parce que l'interlocuteur est un interlocuteur sérieux. L'interlocuteur est sérieux. C'est un interlocuteur important, sérieux, qui a des moyens, qui a des possibilités. Le problème avec les acteurs de la CEDEAO, c'est que il y a longtemps qu'il y a une perte de crédibilité, de légitimité, parce qu'il y a toujours un acteur mystérieux derrière. Alors, est-ce à dire que M. Faure-Gnassingbé ne trouve pas d'interlocuteur sérieux en Afrique? Parce que je rappelle aussi que la dernière fois, il était en Corée. Il a choisi de s'exprimer à la jeunesse africaine depuis la Corée. Là aussi, est-ce qu'on n'a pas une jeunesse capable de l'écouter en Afrique? Il faut plutôt aller parler devant les... Alors, sur ce point-là, moi, je trouve que c'était un manque de tact et je pense qu'effectivement, il aurait dû... La première jeunesse devant laquelle il doit s'exprimer, c'est la jeunesse de son pays. Parce que la jeunesse de son pays, je pense, a énormément de choses à lui dire. Et que la jeunesse de son pays a besoin de réponses concrètes, techniques, convenables, efficaces. Donc, s'exprimer au sein de la diaspora africaine, au sein de la Corée, ça peut être plus ou moins intéressant. À la rigueur, si on estime qu'il s'agit de motiver les Africains pour qu'ils reviennent développer leur continent. Mais le problème qui se pose, c'est que si nos jeunes partent, au Togo, on a une énorme diaspora à l'extérieur. Si les gens vont à l'extérieur et qu'ils estiment que les conditions ne sont pas favorables pour venir développer leur pays, ils ne viendront pas le développer. Et donc, il faut écouter ces gens-là. En fait, c'est plutôt la chose inverse qu'il faut faire. Il faut écouter les doléances, écouter ce qui ne va pas pour pouvoir apporter des réponses concrètes. Si on reste dans la mode très comment dirais-je, très utilisée par nos présidents, nos ministres, ainsi de suite, qui consiste à s'asseoir devant une assemblée et de dire ok, d'accord, bon, il y a tel problème, bon, on a signé tel partenariat, tout ça. Eux, ils ne voient pas dans les faits. Eux, les jeunes ont besoin de réponses concrètes. Le jeune, il s'est exprimé devant des jeunes en Corée. Peut-être il y avait des Togolais là-bas. Reste à savoir si ces Togolais ils sont partis avec une bourse entre Corée et Togo. Bon, quand ils sont partis là-bas, quand ils vont finir leur diplôme, quand ils reviennent au Togo, comment ça va se passer? S'ils veulent travailler, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui a fait médecine en Corée, qui veut travailler à l'hôpital de Tokwang. Comment est-ce qu'il fait? Quelqu'un, par exemple, qui a appris l'ingénierie en Corée, qui veut revenir au Togo, qui veut créer son entreprise. Comment est-ce qu'il fait? Quelqu'un, par exemple, qui est, je ne sais pas, un commerçant qui est en Corée, qui revient au Togo. Comment est-ce qu'il fait? De façon pratique, de façon technique, de façon pragmatique, comment est-ce qu'il fait? C'est de ça que les gens ont besoin. Si on s'inscrit toujours dans il faut tel PIB, il faut tel truc, bon oui, on a constaté, ainsi de suite, il y a une cela ne répond pas. 6%, tout oui, ça là, c'est le discours qui embrouille la jeunesse. Voilà, dire que non, oui, bon, on a une jeunesse qui flotte avec le terrorisme. Il y a une jeunesse qui a besoin de solutions, de formation, de réponses, et une jeunesse qui est comme toutes les autres jeunesses du monde. Si cette jeunesse ne se projette pas dans l'avenir et que dans sa projection, elle n'estime pas qu'elle peut participer au développement de son pays,
elle perd en confiance, elle perd en foi et elle préfère, comment dire, si vous voulez, s'essayer ailleurs. Et c'est ce que l'on a. Et c'est ce qu'on a. Alors, il s'est également prononcé sur la monnaie commune. On sait que ça fait déjà plusieurs années que la monnaie ECO s'apiétine. Ford dit que s'il ne doute pas de l'utilité d'une monnaie commune, il pense quand même que il faudrait quand même réformer au regard des différents enjeux qui sont là actuellement. Déjà avec l'AES qui dit clairement que elle va battre sa monnaie sous peu. Bon, si ça continue de traîner du côté de la CEDEAO et que l'AES battait sa monnaie, qu'est-ce que M. Ford-Gnassingbé ferait selon vous? Ah là, c'est la grosse question, hein. Très très difficile d'y répondre parce que alors si au niveau de la CEDEAO on parlait de l'éco. Le problème, c'est pas de changer de nom de la monnaie. Le problème, c'est de savoir la monnaie, ça rime à quoi et quelles sont les choses qui vont permettre de soutenir la monnaie. L'AES, ça va être exactement la même chose. Il ne suffira pas simplement de mettre la monnaie de sortir la monnaie. Il faut que la monnaie s'appuie sur quelque chose. Ils ont des réserves importantes en matière d'or. En fait, le défi de nos pays, c'est pas les ressources. Les ressources, la gestion. La bonne gestion. Le problème, la gestion, l'organisation et la projection. Si vous voulez, le pays se développe à la hauteur de la projection qu'a son élite pour lui. Par exemple, je donne un exemple. C'est une affaire de vision. C'est une affaire de vision. La Chine se permet de faire des boulevards ou bien des échangeurs gigantesques à la hauteur de la projection qu'elle a pour son pays. Donc, ça va être exactement la même chose. Que ce soit l'économie, que ce soit les infrastructures, que ce soit la monnaie, ça va être vraiment une question de gestion, d'économie, de rigueur, d'intégrité et de projection. C'est quoi le rêve pour sous-régionalement? C'est quoi le rêve que portent les leaders pour cette zone-là? Les Africains. Mais restons toujours sur la question de l'éco. Est-ce que vous pensez que l'éco a des chances de voir le jour avec les différents enjeux géopolitiques qui sont là devant nous comme ça? Je pense que les Africains doivent comprendre que rien ne leur sera donné. Qu'il va falloir... Absolument rien ne leur sera donné. Parce que il faut que les Africains comprennent que les autres estiment qu'ils ne leur doivent rien. Quand vous prenez le comportement que ce soit des Occidentaux et même des Asiatiques, dans chaque région du monde, on estime que lorsqu'on se trouve en face du noir, on ne lui doit rien. Et donc, par conséquent, il appartient aux Africains de se battre pour la monnaie qu'ils peuvent créer en sachant qu'on va les saborder. On a sabordé Sékou Touré, on a sabordé Modibo Keïta. Il y avait le franc malien, on a sabordé. Il y avait le franc guinéen, on l'a sabordé. Donc il faut que les Africains comprennent que quand on va faire le franc, le vrai franc, celui qui unit, celui dans lequel on se reconnaît, celui que l'on veut pour notre peuple, on va tenter de le saborder. On sera combattu. Donc, alors, il va falloir faire les choses correctement. 30 secondes, je lu M. Ford-Gnassingbé plusieurs fois, je me suis posé une question toute simple. Est-ce qu'il serait en train de se mouvutiser? C'est-à-dire, on sait que Mobutu, lors de ces derniers, en tout cas au soir de sa gouvernance, il a commencé à prononcer des discours panafricanistes, nationalistes, tout ce que vous voulez. Ford-Gnassingbé, le prochain Mobutu? Je saurais le dire, hein. Mais après, ce qui est vrai, c'est que le message panafricain, il est très à la mode. Maintenant, ce que moi je reproche, c'est que le message panafricain a des, comment dirais-je, des bases solides en termes d'idéologie, en termes de projection et en termes de rêve pour la communauté africaine. Et donc, on ne retrouve pas voilà, et donc, au-delà des discours. Exactement. Donc, le discours doit s'appuyer sur un processus bien défini. Dans la plupart des acteurs que moi je vois qui sont très médiatisés aujourd'hui, je ne retrouve pas un certain nombre d'acteurs qui, de façon permanente et de façon régulière, ont œuvré pour l'élaboration de ce message, mais l'élaboration de son message de façon concise et constante. C'est un peu là qui me gêne. Horus Donkoui, merci. Merci. Alors, je veux profiter de cette affaire de panafricanisme pour dire que la dernière fois quand j'ai échangé avec Monsieur Nadim Khalif, qui suit toujours cette émission, il ne rate aucun numéro de cette émission, il disait
parlant du régime parlementaire, que le Togo a opté pour un régime néo-parlementaire. Donc, partant de là, je dirais que l'Afrique a opté pour un néo-panafricanisme qui sera étudié dans j'espère pas, parce qu'il y avait de très bonnes idées. Le problème peut-être de notre génération, c'est de penser que... C'est de penser que cette émission pouvait faire une heure de temps. Voilà qu'elle est terminée. Maurice, merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est un plaisir. On se retrouve la prochaine.